Vous nous rejoignez, peut-être vous nous regardez à travers le canal 520 sur Canal+, ou alors sur le bouquet créoline, sur le numéro 15, ou encore sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Vous regardez la grande interview. Et l'invité de ce soir, c'est le professeur Rose Ngono Mbala, épouse Abondo. Elle est le directeur général du LANACOM. Bonsoir encore. Bonsoir. Alors, nous allons avoir un échange de 52 minutes. L'émission, c'est la grande interview. Il va s'étendre sur deux axes majeurs. Le premier arrêt, nous allons parler de vous en tant que femme et le mois dédié, le mois de mars consacré à la femme. Professeur Ngono Mbala, nous sommes au mois de mars justement, entre les célébrations festives et la lutte pour les droits sociaux. Où se situe le curseur du professeur Rose Ngono Mbala? Merci Larissa pour cette opportunité encore de pouvoir parler de moi. Je vais essayer de vous dire que je suis une maman, je suis une femme politique, je suis un DG, donc un responsable au top management. Donc je suis partout. Je suis aussi une enseignante puisque j'enseigne à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Je dirige le département de pharmacologie et de médecine traditionnelle. Donc je suis partout et ça me plaît parce que il est bon qu'il y ait cette espèce de grand mouvement, n'est-ce pas, où on regarde la femme, on discute d'elle. C'est encore pour moi une occasion idoine de remercier le MINPROF et tous ses démembrements pour cette activité vraiment extraordinaire de proximité qui permet de valoriser la femme. Voilà. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, on a beaucoup épilogué sur les droits, la justice pour toutes les femmes et les filles. D'ailleurs, c'était le thème retenu à l'occasion de la célébration de cette 41e édition. À votre avis, professeur, ce sont les facteurs bloquants de l'épanouissement ou alors de l'émancipation de la femme camerounaise dans le registre? Est-ce qu'on reste dans les slogans? Non, je pense qu'on a mis le doigt sur beaucoup de problèmes. Je pense que si nous faisons un vox populus, on va se rendre compte que parfois dans certaines familles, on va dire à la fille de rester à la maison parce qu'on va payer l'école pour le garçon. Alors que peut-être parfois c'est la fille qui avait des compétences, n'est-ce pas, pour pouvoir, si l'objectif de cette stratégie était de sauver la famille. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, parler de justice pour la femme, c'est très important. Et je crois que nous connaissons tous que le président de la République a permis à la femme camerounaise d'avoir dans sa carte d'identité d'abord son nom et le nom de l'époux après. Il a aussi libéré, par exemple, ça c'est un exemple que je vais donner, le titre foncier, pour permettre à la femme d'hériter de son père. C'est-à-dire même si elle va en mariage à la Damawa ou à l'extrême nord, elle est héritière des terrains que son père géniteur a laissés, ou qu'il soit d'ailleurs dans la République. Mais on constate quand même qu'il y a encore une injustice où les femmes sont délestées de certains de ces droits, de tous ces droits. Bon, maintenant, quand on revient au niveau de la violence, peut-être que si la violence physique est considérée comme la principale violence, mais la femme subit encore beaucoup de violences psychologiques. Je crois que nous connaissons tous, heureusement, fort heureusement, grâce au MINPROF, nous célébrons la journée mondiale de la veuve. Nous savons toutes les violences psychologiques que vivent les veuves. Donc vous voyez que si je m'étends pour citer, on va se retrouver avec beaucoup de cas. Donc c'est réel, la fille, la femme, sans parler des mariages précoces ou les mariages forcés et toutes sortes de chantage. La femme fait même l'objet de plus en plus de chantage. Parfois, avec les réseaux sociaux, etc. Je ne veux pas aller dans les détails. Donc, il y a quand même cette pression au niveau de la famille qui fait qu'il est important, et nous remercions le président de la République d'avoir décidé dans ce septennat de l'espérance, hein, grandeur d'espérance, de travailler à l'épanouissement de la femme. Parce que lorsqu'une femme a, dans une famille,
ben, tout le monde a. Et je crois que si la famille est notre socle de développement, c'est important qu'on renforce la femme. Par le passé et dans la même lancée, on a évoqué très souvent l'autonomisation de la femme, d'une manière générale, comme un véritable levier de développement. Mais la question que l'on se pose et que je vous pose à présent est celle de savoir, est-ce que socialement, économiquement et culturellement, professeur, les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif noble? Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que moi, je suis dans un arrondissement où notre sous-préfet, avec tous ses démembrements, c'est-à-dire tous ces délégués d'arrondissement, que ce soit pêche, que ce soit les pêches industrielles animales, agriculture, promotion même de la femme et de la famille, disons, toutes ces structures travaillent véritablement pour la promotion de la femme. Nous appelons ça les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire travailler à ce que les femmes puissent avoir accès, n'est-ce pas, à ces activités. Et je voudrais aussi dire ici, parce que moi je le vis puisque je travaille au LANACOM et nous travaillons beaucoup avec les PME. Jamais on a eu autant d'associations de femmes qui font dans la transformation des produits agroalimentaires, qui font dans les arts, hein, tout ce qui est les arts dans les, que ce soit les arts de tissus, les arts, disons les arts, tout ce qu'on appelle handicrafts, tout ce qu'on fait avec les mains, donc valoriser, grâce aussi au travail extraordinaire que fait le MINMESA parfois avec des petits moyens, mais aussi tout ce qui est en rapport même avec le développement socio-économique, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat dans mon arrondissement, et je sais que c'est pareil dans la plupart des arrondissements aujourd'hui. On a des groupes de développement de l'entrepreneuriat avec des forats. Souvent, on nous donne, on reçoit par exemple des pifs de bananiers pour aller faire des plantations. On reçoit des porcelets, hein, pour faire l'élevage. On reçoit des alevins de poissons. Je crois que notre pays est actuellement dans vraiment une mouvance où il faut davantage communiquer, hein, pour permettre vraiment que les uns et les autres soient au courant de toutes ces activités. Et c'est ce qui nous a intéressés, nous, au LANACOM, de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter par rapport à l'expertise que nous avons pour soutenir toutes ces activités. Hein? Voilà. Pour votre cas précis, on vous présente bien souvent, hein, comme une femme tenace et obsédée par le travail bien fait. J'espère que nos recoupements ne nous ont pas donné tort. Est-ce là le prix à payer pour l'émancipation réelle de la femme, d'être au quotidien plus rigoureuse? Bon, malheureusement, on est obligé parce que, bon, qu'on le veuille ou non, même nous-mêmes qui parlons là, parfois nous élevons nos fils comme les rois de la maison. C'est-à-dire que hein, nous avons nous-mêmes dans notre structure culturelle fait que le garçon se sent un peu supérieur aux filles. Donc tout ça a participé au fait qu'on n'a pas toujours confiance à la fille ou à la femme. Bon, maintenant au niveau du travail, c'est vrai que, bon, il y a aussi un peu parfois la malhonnêteté intellectuelle qui est un problème global. Hein. Ce n'est pas seulement un problème des hommes ou des femmes. Mais c'est clair que lorsque vous dirigez en tant que femme une structure, ben, on ne vous prend pas toujours au sérieux. Bon, moi, je pense que c'est davantage culturel. Et je pense que c'est un stigma que nous devons lutter contre ce stigma et éviter la victimisation et se mettre au travail pour répéter la même chose. Parce que bon, parfois on va vous écrire une correspondance où vous sentez vraiment qu'on se paye votre tête. Hein, en tant que mais vous allez répondre à la lettre et vous allez bien expliquer techniquement les choses. Vous n'allez pas prendre la lettre pour vous promener avec, pour expliquer aux gens que regardez alors ce qu'on va faire. Parce que ça, c'est justement le côté féminin. Et on va répéter, répéter, je ne sais pas s'il faut le dire. Chaque fois, on va dire la même chose. Et puis un matin, on va se rendre compte que ça a été compris. Et puis on essaye d'avancer. Oui. Alors, vous êtes une femme dans un milieu scientifique et administratif, souvent dominé par les hommes. Avez-vous dû travailler 2 fois plus pour imposer votre autorité?
Bon, je voudrais vraiment dire et remercier tous les hommes qui sont autour de moi. J'ai eu vraiment une grâce extraordinaire d'être soutenu beaucoup par mes collaborateurs hommes, même au niveau scientifique. J'ai toujours été très bien soutenu. Bon, parce qu'il faut dire quand même que j'ai eu la grâce de faire un doctorat en biochimie en 2000, non c'était en 1993 à la faculté de sciences de l'université de Yaoundé 1 où je revenais comme pharmacien. J'étais chercheur à l'INPM et je me suis inscrite à ce doctorat 3e cycle. Et étant donné que dans mon cursus de pharmacien, c'est bac plus 8 ans avec les stages professionnels et autres. Et en France, j'avais été placé en DEA directement. Et donc on m'a fait passer, on appelait ça première année d'études doctorales, où j'ai bien travaillé, j'ai eu les félicitations. Et puis la thèse, j'ai soutenu sur ce qu'on appelle les aframomum, les ingibéracées, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle ndong et saune, tout ces... Et ça avait fait un grand tabac parce que ça coïncidait avec la première sortie de l'Académie des sciences du Cameroun. Et j'avais eu le premier prix de l'Académie des sciences du Cameroun pour ce travail. Vous voyez, c'est souvent des starters qui vous propulsent déjà comme une personne de référence. Et c'est ce qui a aidé. Bon, ce qui fait que les jeunes collègues qui sont arrivés après savaient tous que, attention, c'est elle qui a eu le prix. Vous voyez, bon, parfois, chez certains, ça marche. Mais il y a aussi d'autres qui n'acceptent même pas et qui vous font les misères. Donc, je pense que ça, on ne doit pas s'arrêter là-dessus. On doit continuer parce qu'en général, dans un exercice de thèse, on est adoubé par un maître qui vous transmet des compétences et des connaissances. C'est pour ça que je dis que moi, je suis un édifice. Et je remercie ceux qui nous suivent là, que je considère comme mes édifices puisqu'ils se connaissent. Chacun apporte quelque chose. Et lorsque vous continuez dans le travail par rapport à ce que chacun vous a apporté, c'est clair que ça va donner quelque chose de spécial. Moi, je l'ai toujours fait. J'aime faire ce que j'ai appris. Et j'ai toujours fait ce que j'aimais. Et je rends grâce à Dieu. Parce que vous le faites au quotidien. Il vous permet de le faire au quotidien. Oui, tout à fait. Et je suis contente de l'avoir fait et de continuer à le faire. Alors, vous êtes né dans les années 60, vous l'avez dit il y a quelques instants, à 60 ans assumés. Quel regard portez-vous sur la jeune fille camerounaise qui rêve de devenir peut-être comme vous ou d'autres chercheuses, mais qui craint les plafonds de verre, les blocages, oui, ça reste notre souci. Ça reste mon souci. Juste pour vous dire, quand moi j'étais au lycée, il y avait ce qu'on appelait l'association des femmes scientifiques qui venaient nous voir, nous rencontrer, et qui nous faisaient rêver. Et je pense qu'il faut qu'on remette en place ce genre d'association. Il y en a déjà. Certaines sont à visée régionale ou parfois à visée ethno-culturelle. Mais je pense qu'il faut qu'on remette en place ce genre de plateforme. Parce que c'était des plateformes qui permettaient qu'on accompagne les jeunes. On venait dans les secondes C, à partir des secondes C, première C et D, C, D, E. Et on voyait ces femmes on les admirait et elles nous faisaient rêver. Je crois qu'il faut que la jeune fille, qu'on la fasse rêver. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons au LANACOM, vous ne pouvez pas imaginer, ça nous fait beaucoup de travail, parce que nous recevons des stagiaires de toutes les universités du Cameroun, des jeunes qui ont reçu des enseignements en sciences, mais vraiment aériennes. Et comme nous sommes la structure de référence vraiment que le président de la République a mise en place, où on fait vraiment de l'apply science, donc apply physique, apply sciences fondamentales, vraiment pratique, oui, apply sciences biomédicales. Donc du coup, quand nous recevons des stagiaires, nous sommes contents parce que on les fait rêver, même si c'est pour un mois. Très souvent, on les prend 3 mois, 1 mois et autres. Et c'est bien parce que elles rêvent et je sais que ça nous produit d'ailleurs des jeunes qui n'ont plus peur de venir dans les sciences, parce que les sciences, c'est pas facile. On n'a pas de vie. C'est-à-dire que si vous commencez une manipulation, vous n'allez pas laisser cette manipulation. Allez faire autre chose et revenir. Non, vous devez la terminer, même s'il faut passer la nuit au labo. Donc, vous voyez, ça crée quand même une certaine rigueur dans le comportement, dans l'attitude, et ça aide. Vous savez que les sciences il faut suivre un certain
une certaine façon de faire. Il faut avoir une certaine attitude. Et ça aide aussi par ricochet dans la vie en société. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre une charrue avant les bœufs quand vous êtes scientifique. Si vous avez été bien orienté, vous allez aussi faire les choses dans l'ordre. Vous serez ordonné et ça permet quand même d'ordonner. Et on a beaucoup de filles qu'on reçoit qui viennent et de plus en plus aussi des garçons. On a reçu un stagiaire de l'école de chimie, sans publicité, mais qui a fait un atelier hier pendant la journée, les activités de la journée, pour apprendre aux autres femmes et garçons la fabrication des laits de corps, des laits corporels hydratants, un gel douche et même de gommage corporel. Donc, nous sommes vraiment au LANACOM, nous sommes dans une imprégnation vraiment de l'application des sciences fondamentales. Et moi, ça me plaît parce que j'ai réussi ce que je voulais faire. Voilà. Le chef de l'État, dans le discours lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025, a dit que la priorité pour ce mandat en cours, c'est les jeunes, c'est les femmes. Cela vous motive davantage au quotidien dans votre tâche régalienne? Ça nous motive et nous continuons aussi encore à discuter avec les secteurs dans notre pays. Moi, je travaille, je vous ai dit, je travaille beaucoup avec le ministre des PME dans l'import-substitution, dans la promotion du Made in Cameroun, ainsi que le ministre du Commerce. Mais pour nous, c'est important, n'est-ce pas? C'est important. Pourquoi? Parce que nous devons encadrer les filles. Dans la vision, par exemple, santé, la fille est au centre de ce qu'on appelle la santé de la reproduction, c'est-à-dire le programme de santé de la reproduction. Parce qu'il faut la protéger jeune de tout ce qui est en rapport, qui pourrait créer des problèmes, pour parler vraiment très simple, sans utiliser des textes très compliqués, pour protéger le fait qu'elle sera une mère plus tard. Donc il faut mettre en place des centres d'écoute, et moi je salue et je suis souvent partie prenante dans la plupart des structures d'écoute qui sont mises en place par le MINAS et le MINPROF aussi. Il faut qu'il y ait des causeries éducatives. Chez nous, même au LANACOM, nous avons institué maintenant pour les stagiaires des ateliers techniques où on leur montre que quand vous avez appris telle chose en sciences, voici son application. Donc vous voyez que nous continuons comme ça à encadrer, parce que si on ne vous renforce pas des capacités, vous ne pouvez pas être excellent. C'est quand même normal. Bon, maintenant, ceux qui pensent qu'on peut devenir excellent sans avoir appris, vraiment, je préfère dire à nos mamans qui nous écoutent et à nos papas que vraiment, il faut amener nos enfants à apprendre. À apprendre. Parce que quand un enfant apprend, il va travailler bien. Et il n'aura pas honte si on le traite de nul. Vous voyez, par exemple, si on m'a traité de nul pendant longtemps en tant que DG de l'ANACOM, bon, ça fait mal au cœur. Mais je me mets au travail, et en me mettant au travail, c'est clair que le nul va partir. Mais si on me traite de nul et que je ne suis toujours pas capable de travailler, ben, je vais devenir un monstre qui n'a pas sa raison d'être. Donc, nous sommes vraiment très supportifs dans toutes ces activités pour pouvoir donner à la jeune fille la vision de ne pas regarder à ses parents. Moi, je vois dernièrement, j'ai eu l'honneur d'être faite par le MINPROF et la mairie de Yaoundé 4, la marraine de la sortie de le plus grand centre de formation professionnelle, comme on aimait dire, de rater les bonnes sauces ou je ne sais pas quoi, de Nkolondongo, qui est même le premier centre en la matière au Cameroun. J'ai dit aux parents que arrêtons de transmettre notre pauvreté à nos enfants, parce que chaque enfant naît avec son capital. Dieu change même, moi je suis croyante, Dieu change même la vie des parents, parce que la destinée d'un enfant doit s'accomplir. Je crois que tous ceux qui sont présidents de la République, ministres et autres, je ne suis pas sûr que leurs parents avaient beaucoup d'argent. Mais l'élévation vient du haut, et cette élévation a quand même besoin de trouver quelque chose, n'est-ce pas, pour pouvoir soutenir et pour pouvoir être capable de répondre à des responsabilités qui vont être données.
De pouvoir s'étendre et se perpétuer. Et se perpétuer. Alors, on entre dans le deuxième axe de cette émission. Madame le directeur général, on va parler de vous en tant que scientifique et en tant que, justement, directeur général. Professeur Rose Ngonombala, épouse à Bondor, nous venons à l'actualité autour de l'institution que vous dirigez depuis 2015. D'abord, pour que nous soyons au même niveau de compréhension dans cette partie de notre entretien, quel est votre mandat et quel est le cahier de charge du LANACOM? Alors, le cahier de charge de l'ANACOM, déjà mon mandat, je suis le top management. Oui. Parce que nous sommes une structure qui doit faire le contrôle de qualité et la gestion de la qualité. Et à cet effet, donc, nous avons à peu près, je crois, 10 processus qualité. Et dans ces 10 processus, nous avons le processus donc, de piloter la stratégie. C'est moi le pilote, d'une part, mais aussi le processus de analytique, les processus analytiques. C'est-à-dire, il y a le pré-analytique, on prépare comment on va analyser. Il y a l'analytique et puis il y a le post-analytique. Et je suis le superviseur donc, des processus analytiques au LANACOM. Et après cela, nous avons maintenant le processus de management, c'est-à-dire financier, qui, au niveau du LANACOM, est piloté pour ce qui est de la gestion c'est-à-dire des paiements, je suis l'ordonnateur, hein, mais sur le plan de la qualité, c'est l'agent comptable et je suis copilote. Parce que l'agent comptable est le payeur exclusif. Hein. Et puis au niveau maintenant de la gestion des achats, de tout ce qui doit être fait en entrée, vous voyez, c'est la direction, le directeur financier du LANACOM, qui est le pilote de cette stratégie. Moi, je suis copilote, vous voyez un peu. Et puis bien sûr, je m'appuie sur le contrôle financier qui me permet donc de pouvoir valider. Et en bas, donc, on a les processus support, les processus relatifs à l'entretien des bâtiments, les processus de formation continue du personnel et de tout ce qu'on fait. Et puis, le processus, je crois, relatif à, j'ai parlé déjà à l'entretien des bâtiments, à la formation maintenant continue hein, du personnel aussi, puisqu'il faut continuer à alimenter. Donc, tout ça, ça fait 10 processus où on travaille, chacun sait qu'il est le fournisseur de tel ou tel. Et c'est cette plateforme que nous on gère. C'est pour ça que le labo fonctionne aujourd'hui, parce que nous travaillons chacun comme un fournisseur et un client. Je suis fournisseur, je suis client, vous voyez. Et je me bats pour faire mon travail, parce qu'il ne faut pas que mon fournisseur manque de la matière et il ne faut pas que le client n'ait pas. Et bien sûr, nous avons tout ce qui est en rapport donc, avec ce qu'on appelle la stratégie des équipements, la stratégie d'analyse, les stratégies. Donc, vous voyez qu'il y a tout un gros squelette et puis à l'intérieur, donc, chacun prend son compartiment. Et ça se passe très bien. Bon, maintenant, à l'intérieur, c'est vrai, on trouve des gens qui ne veulent pas, mais obligés, parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut avancer, oui. Voilà. Alors, depuis 2015 que vous êtes dans la tête du LANACOM, quel est aujourd'hui l'état de santé du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise? Bon, moi je voudrais vraiment dire que nous avons eu la grâce de pouvoir survivre à la crise économique, parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent que notre pays vit quand même une crise depuis des années, une crise économique au niveau de son environnement même d'existence. Donc aujourd'hui, on a eu des problèmes au départ. Bon, parfois, bon, c'est des problèmes de compréhension, comme je le dis toujours, parce que c'est pas facile. Vous voyez, je vous ai expliqué les processus de l'ANACOM. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend l'impact. On a retenu qu'il y en a 10. L'incidence que ça peut avoir pour qu'un résultat d'analyse sorte. Vous savez, il y a tellement de structures de contrôle de qualité dans notre pays que bon, parfois, on oublie que nous sommes dans la structure de référence que le président de la République a mise en place. Donc nous ne pouvons pas fonctionner d'une certaine manière. Nous sommes obligés de fonctionner comme à l'international, parce que c'est nous qui validons toutes les expertises médico-légales des produits,
dans les procédures pénales, vous pouvez imaginer. Donc, en 3 jours, il faut donner nous recevons les réquisitions. Donc, nous sommes obligés d'avoir un processus qualité irréprochable. Parce que c'est surtout ça. Voilà, irréprochable. Donc, parfois, nous ne remettons pas un résultat vite parce que nous sommes en train d'investiguer pourquoi on a trouvé que ce n'est pas conforme. Parce que chez nous, je ne peux pas dire qu'un produit n'est pas conforme si je n'ai pas fait la procédure de traitement d'un résultat hors spécification. Et ça va prendre du temps parce que je dois investiguer si ce n'est pas mon technicien qui a mal travaillé, est-ce que ce n'est pas l'équipement, est-ce que ce n'est pas le réactif utilisé ou même la procédure même qui a, vous voyez un peu. Et donc, tout ça prend du temps. Et je fais, d'ailleurs, je dis après que sur, je ne sais pas moi, 100% des résultats hors spécification, 78 étaient vraiment faux. Et il y a encore 19 que je continue à investiguer. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que nous sommes dans le métier du contrôle de qualité. Nous ne sommes pas des laborantins. C'est vraiment, il y a toute une documentation qui accompagne cela. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, dans l'état de santé du LANACOM. Alors aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux parce que nous sommes allés chercher du travail dans les bonnes substitutions. Et on a pu trouver, n'est-ce pas, des moyens d'appuyer cela parce que il était quand même question d'aider les PME. Vous voyez un peu quelqu'un investit dans sa PME, il fabrique dans sa cuisine, c'est bon, tout le monde apprécie, c'est bon. Il met dans des sachets, il dépose. Là, c'est déjà une opération pharmaceutique. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec les PME pour renforcer leur capacité, donc, pour qu'ils respectent les bonnes pratiques de fabrication. Parce que lorsqu'on met sur un paquet de chips que date de péremption fabriqué 2025 et péremption 2027, ce n'est pas quelque chose qu'on met de la tête. On fait un test de stabilité qui permet qu'on voit la stabilité du produit. Et c'est sur cette base qu'on va dire que ce produit reste bon après 6 mois. Ce n'est pas interdit. Hein, de consommer après la date. Ça dit que ce n'est pas interdit de dire qu'un produit dure 3 mois. On peut l'écrire sur son sachet. Ou que ce produit dure 6 mois. Ou qu'il dure 1 mois, 1 an. Ou même 1 mois. Mais parfois, les gens mettent 2 ans. Et après, il y a des contaminants qui se développent dedans. Et ça ne peut pas passer dans les marchés internationaux. Donc, c'est ce travail que nous faisons. Et nous sommes très fiers parce que la plupart des partenaires, les promoteurs sont contents. Parce que nous les aidons, n'est-ce pas, à améliorer leurs pratiques de fabrication et d'hygiène. On reste vraiment dans la structuration de l'ANACOM, de la gestion au quotidien. Vous avez hérité d'une structure en crise pour en faire un fleuron technologique, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Il y a des avancées notables qui ont été soulignées. Quel a été le remède de cheval pour relever cette institution finalement? Bon, je dois vous dire, et c'est ce que je dis depuis, c'est que nous avons mis en place une plateforme. Au LANACOM, nous avons d'un côté tout ce qui est gestion et finance. Donc, on a des personnes avec des bons profils. Nous avons aussi toute une section logistique et des personnes avec des bons profils qui sont des professionnels. Nous avons au LANACOM toute une section système d'information. Ce sont eux qui gèrent tout ce qui est site web, toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Donc, qui informent de ce que nous faisons. Et puis, autour de tout cela, nous avons donc ce que nous appelons souvent la division technique. C'est-à-dire, d'un côté, la gestion de la qualité, donc la direction qualité, avec tous ces démembrements, parce que eux, c'est vraiment, la cheville qui permet qu'on donne des aptitudes aux techniciens par des formations chaque semaine, des sensibilisations, pour changer leurs attitudes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans nos labos et autres? C'est que quelqu'un a l'habitude de mesurer 10 millilitres dans une burette. Il regarde, il voit avec son œil que bon, ça il estime. Il estime. Et après, il fait comme ça. Non. Au contrôle de qualité, on ne fait pas ça. On doit toujours mesurer. Donc, vous voyez que tout ça, ça demande des formations continues. Et puis maintenant, la division des contrôles de qualité, où nous avons vraiment, d'un côté, les produits pharmaceutiques et les produits de santé, et de l'autre, tout ce qui est produits connexes agroalimentaires. Et ces jeunes qui sont sur le terrain chaque mois pour aller sur les sites de fabrication pour évaluer
les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques d'hygiène. Alors, ça ne veut pas dire que nous faisons des certifications ou des inspections. Non, nous accompagnons. Pendant des années, ça fait 10 ans que nous sommes là. Pendant des années, chaque fois que quelqu'un venait avec son produit, là, comme c'était non conforme, il était frustré parce que son produit n'était pas bon. Et en même temps, il devait payer la facture. Alors moi, j'ai décidé avec mon top management que bon, on n'accepte plus de tester les produits qu'on ne connaît pas, pour lesquels on n'a pas vu là où on fabrique. Et vous voyez du coup, grâce à l'appui du MINFI qui a mis à notre disposition, donc nous sommes désormais tributaires de la subvention. Nous descendons, on va à Negaga, on va à l'ouest, on va partout où il y a des unités et nous faisons des sensibilisations in situ. C'est-à-dire qu'on ressort tous les écarts parce que bon, si vous fabriquez, vous avez les toiles d'araignée en haut, il y a les œufs d'araignée dedans, il y a les œufs de beaucoup de choses, ça tombe puisque la fabrication n'est pas la cuisine. Hein, vous voyez, dans la cuisine, nous on réchauffe là, on mange, mais c'est pas la même chose. Donc ça fait que nous sommes tout doucement comme ça en train d'upgrader. La dernière fois qu'on a fait une étude avec le ministre des PME, nous nous sommes rendus compte que partout où on était passé, quand les produits sont arrivés, ces produits étaient conformes. Mais là où nous ne sommes jamais passés, les produits ne sont pas bons parce qu'il y a les contaminations. Donc, ça veut dire que c'est donc à ces fabricants-là de se rapprocher davantage. Ils nous écrivent, oui, de nous écrire des déclarations de produits. Ceux qui sont déjà, ça dit qu'ils sont inscrits au niveau du ministère des PME. C'est le ministère des PME qui nous envoie. Hein? L'année dernière, nous avons screené 238 ou 267 PME, quand même. Et ceux qui sont au niveau de la PME aussi, ils nous les envoient. Et puis, bien sûr, au niveau du ministère du Commerce aussi. Donc, voilà comment nous faisons. Tous ceux qui veulent, ils viennent. Hein. Ils écrivent une demande. Parfois, même, ils nous envoient des demandes d'analyse. On les appelle, on leur dit, venez, vraiment, vos analyses que vous nous demandez là, nous, on sait que ça ne sera pas bon. On veut aller voir. Ah non, ça va coûter cher. On dit non. Nous prenons cela en charge aujourd'hui, grâce au ministère des Finances et au ministère de la Santé. Donc, nous prenons cela en charge et nous venons sur le site et chacun est vraiment souvent édifié de se rendre compte qu'il ne peut pas fonctionner. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ça nous a quand même apporté une valeur ajoutée, n'est-ce pas? Puisque ce ministère, le MINMESA, aujourd'hui, met à notre disposition des appuis ponctuels à l'achat des réactifs pour que nous puissions donc continuer ce travail hein, et des appuis même au fonctionnement. Dans le même procédé aussi pour ceux qui dépendent du ministère de la Santé, ils sont approchés vraiment vers vous pour oui, faire même tous ceux qui viennent, nous faisons notre travail. Hein, avec la promotion de la santé, nous avons fait le screening de tout ce qui est pâte alimentaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de vendeurs ou d'importateurs de pâtes alimentaires là au Cameroun. Donc nous avons fait des screenings. Bon, nous ne décidons pas. Nous donnons les rapports d'expertise. Et nous espérons que ces secteurs vont aller continuer, n'est-ce pas, les processus réglementaires. Parce que si les produits ne sont pas conformes, les secteurs doivent prendre les dispositions. C'est eux les régulateurs sur le terrain, soit pour fermer ces structures, soit pour faire des sanctions ou même des sensibilisations. Et nous travaillons beaucoup, dont je parlais de ça, dans le cadre du Code de procédure pénale. Nous travaillons avec le procureur de la République pour toutes les réquisitions relatives aux drogues. Vous savez qu'il y a au moins 5 types de drogues qui circulent au Cameroun aujourd'hui. Et nous avons je ne vais pas le dire, parce que, en tout cas, nous connaissons, pas qu'on vienne me mettre le feu au labo. Donc, tout ce qui est hallucinogène, vous savez que les hallucinogènes, c'est des plantes, toutes les variétés de chanvre qui circulent au Cameroun, c'est nous qui les identifions pour les forces de maintien de l'ordre. Nous travaillons aussi avec les douaniers lorsqu'il y a des produits suspects à la douane. Donc, il arrive très souvent qu'on reçoive un bidon non étiqueté avec un produit. Et nous avons des screenings de référence que nous faisons. Et à la fin, on identifie le produit, même si on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, c'est le laboratoire vraiment d'expertise. Et je vous ai dit qu'il y a une plateforme de biochimistes, on a des chimistes organiciens, on a des chimistes minéraux,
on a des biochimistes, on a des physiques, hein. On a des sciences halieutiques chez nous, on a NSAI, sciences agroalimentaires, on a même les mines. Nous sommes une plateforme technique. Et c'est ça qui nous permet de bien marcher parce qu'on a toutes les compétences. Et puis bien sûr, on a des pharmaciens et des techniciens en pharmacie. On a des biomédicaux aussi pour la stratégie de surveillance et de suivi de nos équipements. Entre autres choses, l'ANACOM assure un contrôle de qualité renforcé. Le laboratoire analyse la conformité des médicaments importés, fabriqués localement ou vendus sur le marché, agissant donc comme le dernier rempart contre les produits falsifiés. Alors parlons, Madame le directeur général, de l'accréditation ISO CEI 17025 obtenue avec des partenaires européens qui est d'ailleurs technique. Le Camerounais lambda voudrait comprendre qu'est-ce que, voilà, vous avez compris, qu'est-ce que cette accréditation, en plus de savoir ce que c'est, qu'est-ce que cette accréditation apporte de concret du point de vue de la surveillance des médicaments qui circulent sur le marché. Merci beaucoup pour cette question parce qu'il faut vraiment que les Camerounais comprennent ce que ça signifie. Vous savez que pendant longtemps, le LANACOM était situé à Messa, dans un vieux bâtiment complètement obsolète. Et bien que le ministère de la Santé avait déjà commencé un immeuble siège aux normes, à cause de la crise économique, ça a pris du temps. Donc, lorsque nous avons reçu des inspecteurs, parce que le LANACOM fait l'objet d'audits externes régulièrement, c'est des audits externes des partenaires, parce qu'il faut s'assurer que est-ce que ce laboratoire peut servir dans la sous-région pour résoudre un certain nombre de problèmes, au lieu qu'on soit obligé d'envoyer les résultats en Suisse, les demandes d'analyse en Suisse, ou bien à Paris, vous voyez, ou en Allemagne, des choses comme ça. Donc, nous recevons beaucoup d'experts comme ça dans le cadre des audits externes. Et c'est pour ça que nous n'avons pas jamais accepté d'entrer dans certains couloirs, parce que nous, on sait qu'on est surveillé par l'extérieur et que c'est cet extérieur qui nous garantit d'avoir donc des accréditations. Donc, l'OMS est venue dans le cadre de ce qu'on appelle la préqualification OMS. C'est une qualification qui donne au laboratoire de contrôle la possibilité d'être bonne pratique de laboratoire. Est-ce que toutes les procédures d'analyse que nous utilisons sont conformes aux différentes pharmacopées? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a même des pharmacopées nouvelles? Parce qu'on ne peut pas être en 2026 et on travaille avec une pharmacopée de 2010 ou de 2012, vous voyez un peu. Et pour vous dire, une pharmacopée coûte en moyenne 2000 €, une pharmacopée. Donc, vous pouvez voir déjà au niveau des coûts. Est-ce que le laboratoire a des systèmes? C'est pour ça que je vous ai parlé de notre système de gestion de la qualité, qui est en fait le premier nerf, qui doit permettre que quand les gens viennent, qu'on vous prenne au sérieux. Et qu'on vous prenne au sérieux. Donc, quand ils sont venus, c'était en 2016, décembre 2016, pour nous donner, c'était pour voir si nous pouvons être éligibles aux bonnes pratiques de laboratoire, aux bonnes pratiques de fabrication, parce que un laboratoire qualifié OMS bonne pratique de fabrication, ça signifie que s'il y a des gens qui fabriquent les médicaments, soit au Cameroun, soit à côté, et qu'ils veulent que ces médicaments soient consommés dans le monde, il faut qu'il y ait un laboratoire qualifié OMS, pour que quand l'OMS envoie les échantillons auprès de ce laboratoire, qu'ils puissent avoir confiance aux résultats de ce labo. Donc, c'est ça. Et puis, la préqualification, bonne pratique clinique, qui permet donc, ici, qu'on soit capable de suivre les essais cliniques au niveau des produits, de suivre même les excipients. Vous savez, aujourd'hui, dans les génériques, parfois, on change des choses. Et donc, nous devons pouvoir avoir cette compétence pour nous assurer qu'un dossier de demande d'homologation des médicaments est véritablement conforme au principe, c'est-à-dire au produit d'origine, puisque le générique est une copie du produit d'origine. Donc, il ne s'agira pas seulement de dire que non, c'est un générique, c'est bon, mais il faut qu'on s'assure qu'il aura la même biopharmacie, ou la même cinétique biologique, quand le patient va le prendre comme le médicament Princeps. Voilà. Donc, c'est ça l'OMS. Et l'OMS était donc passé et ils ont vu que le plus gros problème était le bâtiment.
C'est pour ça donc que nous nous sommes donc organisés pour le bâtiment. Ça a pris quand même 10 ans presque, puisque nous avons déménagé à l'immeuble siège en septembre 2025. Et nous remercions encore, et nous ne cesserons jamais de remercier le gouvernement de la République qui a rendu tout cela possible. Et vous voyez donc que quand ils viennent, donc, ils vous donnent ce qu'on appelle un plan d'écart. Parfois un plan de 18 pages, hein, où on met tous les écarts dans chaque processus. Je vous ai parlé de 10 processus là. Donc chaque processus a des écarts. Et il faut donc travailler à remonter ces écarts, à arranger, à combler ces écarts pour pouvoir être éligible à la prochaine inspection qui peut être bonne. Et c'est à cet effet donc que nous avons donc réussi, grâce au partenariat international, d'obtenir donc de l'EDQM. Entre autres, Madame le Directeur Général, l'ANACOM assure un contrôle de qualité renforcé. Le laboratoire analyse la conformité des médicaments importés, fabriqués localement ou vendus sur le marché, agissant comme le dernier rempart contre les produits falsifiés dans notre territoire. Alors, parlons de l'accréditation ISO CEI 17025 obtenue avec les partenaires européens, qui est d'ailleurs technique. Le Camerounais lambda voudrait comprendre, hein, au-delà de savoir ce que c'est, qu'est-ce que cette accréditation apporte de concret du point de vue de la surveillance des médicaments qui circulent sur le marché. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est très important qu'on en parle. Un laboratoire de contrôle de qualité de référence a besoin d'être accrédité. Pourquoi? Parce que c'est le gendarme en fait. Il faut que les résultats qu'il présente soient fiables. Et pour cela, donc, il faut que les 10 processus dont j'ai parlé puissent fonctionner correctement pour que les analyses qui vont être produites, les évaluations qui vont être produites, permettent d'avoir des certificats d'analyse, des rapports d'expertise fiables. Et à cet effet, donc, lorsque le président de la République a décidé de faire de cette structure, donc, la structure vraiment de référence comme le laboratoire national d'expertise, il y a eu donc un contrat plan qui a été ordonnancé entre le MinSanté, le MINEPAT et le MINFI, le ministère des Finances, donc pour pouvoir amener la structure à niveau, n'est-ce pas, aussi bien sur le plan de la gestion que sur le plan des analyses, des évaluations et même du personnel, parce qu'il y a eu un plan d'organisation des effectifs faits pour s'assurer que toutes les compétences dont on a besoin pour que ce laboratoire soit le laboratoire national d'expertise soit dans ce laboratoire. Voilà. Et c'est ainsi donc que l'OMS, donc, qui était le premier accompagnateur pour amener le LANACOM à être préqualifié, c'est-à-dire à être un laboratoire de référence selon les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques cliniques. Bon, je vous donne un exemple. Les bonnes pratiques de laboratoire, c'est quoi? C'est qu'une norme a 8 paramètres qu'il faut tester. Vous ne pouvez pas tester 2 paramètres de la norme et aller dire que le produit est conforme. Vous allez dire, ce produit, on a testé le pH, je sais pas, on a testé l'acidité, nous avons vu que c'est bon, mais la norme numéro tant exige qu'on teste telle chose. N'ayant pas testé cela, nous ne pouvons pas nous prononcer que ce produit est conforme. Donc vous voyez comment nos résultats sont. Ce sont des résultats qui s'appuient uniquement sur ce qu'on fait. Et le renforcement dans des capacités dont on a donc besoin pour pouvoir atteindre ces préqualifications doivent donc nous venir d'un accompagnement. C'est ainsi donc que la première visite qui a eu lieu en décembre 2016 avait permis donc à l'OMS de faire le point. Et on s'est rendu compte que le plus gros écart que le LANACOM avait était l'environnement des analyses, c'est-à-dire le laboratoire lui-même, l'infrastructure du laboratoire. C'est comme ça donc que le gouvernement de la République a donc fait ce contrat plan
État avec le LANACOM pour mettre à disposition plus de 2 milliards de francs pour l'acquisition des équipements, les équipements pour les analyses des produits pharmaceutiques d'une part et les produits de santé. Et dans les produits de santé, on trouve les cosmétiques parce que les cosmétiques créent des problèmes de santé. Il n'y a qu'à voir certaines personnes dehors là, qui ont des soucis, machin. Les biocides, c'est tous ces produits qui sont utilisés soit pour traiter le bois, soit pour traiter les autres produits qui sont utilisés pour tuer les vermines, pour tuer les insectes, qu'on appelle insecticides. Et oui, parmi elles, on a les insecticides et autres. Et vous savez que ce n'est pas tous les insecticides qui doivent être utilisés chez l'homme. C'est pour ça que parfois, il y a eu des accidents où le matin, toute une famille, on l'a trouvée morte parce qu'ils ont utilisé un insecticide. Donc, c'est des choses que nous devons tester. Les produits phytosanitaires aussi qui doivent faire l'objet de tests parce qu'il y a des produits qui sont retirés du marché international parce qu'ils tuent nos, comment on appelle encore ça, les chaînes alimentaires. Hein? Quand les produits tuent les chaînes alimentaires, il y a certains insectes qui sont importants dans les processus biologiques qui sont détruits ou quand les produits se retrouvent rémanents dans l'eau. Oui. Après, les populations boivent ces eaux, il y a le cancer, il y a, vous voyez, tout ça. Donc, voilà, dans notre portefeuille d'activité. Donc, il était donc important qu'on revoie donc l'infrastructure. Et le ministère de la Santé s'était engagé à produire dans l'immeuble. C'est pour ça que nous sommes désormais à l'immeuble de siège. Comme c'était donc le plus grand écart et que nous avons continué à travailler sur notre plan d'action corrective depuis, les partenaires sont revenus. Ils ont donc vu qu'ils peuvent nous accompagner désormais. Parce que l'infrastructure est déjà là. On a réorganisé les choses telles que les médicaments ne sont pas mélangés avec les autres produits. On a 2 niveaux d'analyse qui ont dans chaque niveau 8 unités d'analyse, sous-unités d'analyse. Et ces 8 sous-unités d'analyse, dans les 2 niveaux, ça fait 16 unités d'analyse. Donc le LANACOM, dans la nouvelle infrastructure, a gagné en espace pour pouvoir respecter donc les bonnes pratiques de laboratoire, pour pouvoir séparer même les flux d'analyse. Donc c'est ainsi donc que nous avons donc reçu de EDQM donc qui est vraiment la structure qui supervise tous les processus qualité des pays européens. Ils vont donc nous accompagner, ils ont accepté de nous accompagner pendant 18 mois à l'accréditation par le renforcement donc des capacités. Nous avons donc donné notre plan de renforcement, y compris les champs d'accréditation, parce que dans les champs d'accréditation, il faut identifier des techniques d'analyse qui vont être spécialisées et validées comme telles. Et ainsi, nous devenons donc des micro-centres de référence de toutes ces analyses. Hein, au niveau du Cameroun, voilà. Donc, qu'est-ce que EDQM a fait? Ils ont donc amené avec eux l'Agence française de sécurité des médicaments, qui est l'ANSM, et tous les directeurs, que ce soit les directeurs de l'évaluation, des contrôles, de vérification de la qualité et autres. Nous avons fait des réunions. Ils vont faire leur première visite le mois prochain pour voir l'état de lieu de leurs yeux et pour qu'on fasse donc un plan d'action, d'accompagnement et de renforcement des capacités qui tiennent compte donc du deadline, puisqu'ils ont accepté ce processus de 2026 jusqu'à mi-2027. Donc ça fait 18 mois. Et à côté de ça aussi, grâce à l'OCEAC, qui est notre structure santé régionale en CEMAC, où il y a une structure d'harmonisation des politiques pharmaceutiques, ayant constaté que le LANACOM est le seul laboratoire aujourd'hui sérieux de haut niveau dans la zone CEMAC, ils ont réussi donc à aller convaincre USP, ce qui est United States Pharmacopoeia Convention, qui sont aussi un groupe comme EDQM, mais pour les produits d'origine américaine. Et eux aussi, ils se sont entendus avec nous dans un accord pour compléter aussi ISO 17025, et ce qui nous permet d'étendre encore notre champ d'accréditation. Parce que bon, il y a beaucoup de structures là qui ont ISO, mais ils n'ont qu'un seul champ.
Mais nous, ça va permettre au Lanacom d'étendre son champ d'application par la spécialisation de plusieurs techniques d'analyse. Donc, les activités vont commencer là en avril, des deux côtés. Et pour nous, c'est vraiment très, très important parce qu'ils vont renforcer les capacités de notre staff et aussi nous apprendre beaucoup de choses qui permettent qu'on puisse travailler de manière autonome et continuer à former d'autres. Madame le directeur général, il y a une alerte régulière sur les risques liés aux médicaments de la rue, tels que la circulation de fausses chloroquines sans principe actif. Parlons de ce phénomène qui difficilement est de cerner les médicaments ou les pharmacies de rue. Comment comprendre que malgré le dispositif mis en place, le phénomène continue de perdurer? Les docteurs du quartier continuent d'être actifs. Moi, je vais me risquer à vous donner un point de vue qui est personnel. Bon, c'est vrai que je suis un inspecteur de santé publique, officier de police judiciaire de classe spéciale. Moi, je crois que la première raison est culturelle. Parce que ça fait quand même plus de 30 ans que nous avons parlé de ça. La première chose, elle est culturelle. Le Camerounais, curieusement, est très brillant, très méticuleux et autres, mais il s'attache facilement aux choses de bricolage. Il n'a pas peur de ce qui n'est pas officiel. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, puisque nous avons fait des études pour voir est-ce que ceux qui vont dans la rue sont illettrés. Non. On a trouvé même que près de 90% étaient des hommes et des femmes lettrés, des universitaires de haut volet. Oh, non, on ne peut pas dire que c'est l'illiterate, comme on dit en anglais, qui est à la cause. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène culturel. La deuxième chose, c'est que on a l'inspection pharmaceutique au Cameroun. Je parle là vraiment comme un expert. Il faut renforcer franchement l'inspection. Une inspection pharmaceutique qui a, je crois, 4 ou 5 inspecteurs de services, parce qu'il y a un inspecteur général avec 5 ou 6 inspecteurs, il faut des véhicules pour circuler sur le terrain. Moi, je pense que c'est vrai que on la joue beaucoup plus au niveau régional, où on a les délégations régionales qui ont des pharmaciens régionaux, mais les gens n'ont pas peur des pharmaciens régionaux. Hein? Vous comprenez? Moi, je me souviens parfois, lorsque j'étais encore inspecteur au ministère, vous arrivez dans une structure à inspecter, ceux qui sont là commencent à vous engueuler et même à vous menacer. Bon, moi, ce que je faisais souvent, comme il y a souvent les clés derrière la porte, je fermais souvent, je prends la clé en main et je dis à celui qui crie sur moi que bon, moi j'ai été envoyé par le ministre de la Santé, voici mon truc. Et c'est la santé qui a autorisé cet endroit. Oh. Et souvent, je disais aux gens, mesdames, messieurs, sortez, je suis l'inspecteur, je suis venu inspecter. Les clients, je les mets dehors, je ferme. Je dis, bon, si vous ne voulez pas qu'on travaille, bon, ça va rester fermé ainsi. Puis je vais appeler pour dire ce qui se passe ici. Donc, vous voyez, parfois, on a besoin aussi de maturité. Et l'inspection doit être davantage formée. On doit former les inspecteurs pour qu'ils soient matures. Parce que on ne peut pas amener quelqu'un qui n'a jamais fait l'inspection, qui n'a jamais fait de formation, parce qu'il y a une formation technique dans la procédure. Il y a aussi une formation judiciaire, il y a une formation, comment on dit souvent ça, réglementaire même, qui donne à cet inspecteur l'assurance devant un contrevenant. Parce que quand vous connaissez les textes, vous allez le dire au contrevenant, il va se dire, hey, l'affaire-ci risque de m'amener loin. Il laisse. Parce qu'on est dans un pays où les gens aiment beaucoup le clientélisme. Quoi. Et puis, les gens aiment trop, ah, c'est mon frère là-bas ou c'est ma soeur, des choses comme ça. Moi, je crois que deuxième problème. Le troisième problème, bon, c'est qu'il faut quand même qu'on regarde ces grossistes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de grossistes là, qu'on aille inspecter tous ces sites. Vous comprenez? Quatrième ou cinquième point, c'est de surveiller la visite médicale. Parce que la visite médicale est en train de devenir quand même aussi un moyen de faire entrer beaucoup de produits. Bon, mais maintenant, comme il y a aussi le chômage des jeunes, qu'est-ce qui se passe?
on a un enfant qui a fait une école d'aide-soignant, qui n'a pas de travail. Dans la famille, on dit, ah, il se débrouille en vendant les médicaments. Vous voyez un peu. Ça dit, l'éthique médicale n'y est plus. Et tout le monde se débrouille pour survivre dans cette activité. Donc voilà un peu ce que moi je peux vraiment sincèrement dire comme cause au niveau de ce problème. Nous, au niveau du labo de contrôle, nous avons la capacité, lorsque nous amènons un produit, de dire que ce produit n'est pas bon. Nous avons cette capacité. Donc, nous ne sommes pas sur le terrain pour aller prélever des produits ou pour aller vérifier si ce produit est bon ou pas. Ce n'est pas nos missions. Nos missions, c'est de recevoir les produits et de pouvoir aider l'inspection à faire son travail. Cette inspection qui a vraiment besoin d'un contrat plan. Alors, s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande aux populations. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces populations qui... Non, les populations ne doivent plus aller là-bas. On l'a dit et redit. Ils doivent aller en pharmacie. Ils disent que c'est... Alors, justement, on dit, non, ça dépend de ce que vous voulez. Et puis, quand vous allez dans la pharmacie, demandez le pharmacien. Par les dames qui sont à l'accueil. Ceux qui sont à l'accueil sont les auxiliaires de pharmacie. Ce ne sont pas eux les pharmaciens. C'est les auxiliaires. Donc, il faut demander à rencontrer le pharmacien et lui poser le problème. Et je suis sûre qu'un pharmacien va donner. Bon, maintenant, la notion de cherté. Parce que je vais sauter au problème que nous avons avec les antibiotiques aujourd'hui. Les problèmes de la résistance aux antibiotiques qui fait que se développer. C'est quoi? C'est que lorsque vous allez chez le docteur au quartier, il vous donne une plaquette de 10 comprimés. Alors que pour votre problème, vous devez prendre 3 à 4 plaquettes. Mais ils vous vendent tout. Vous voyez un peu. Donc en pharmacie, on a le souci de donner le traitement, puisque c'est écrit dans l'ordonnance. Et le traitement va monter de prix. Bon, maintenant, notre problème aussi, c'est de dire aux prescripteurs qu'ils ne doivent pas insister sur les préceptes, c'est-à-dire les molécules de référence, parce qu'elles sont de coût élevé. Une molécule de référence peut coûter 20 000, alors que le générique de la même molécule coûte 5 000. Donc, je crois qu'il y a aussi ça dit que le droit de substitution du pharmacien soit véritablement exercé et qu'on renforce aussi la lutte. Parce que la lutte, les indicateurs de lutte ne doivent pas être seulement de brûler les médicaments et autres, c'est la fermeture des boutiques. Et je pense que de manière ostentatoire aujourd'hui, les boutiques sont partout, même en face de tous les hôpitaux. Ce qui fait que ça met en danger la plupart de nos produits. Il faut fermer ces boutiques, il faut les fermer. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne plateforme santé avec les mairies d'arrondissement qui se servent malheureusement de patentes de ces gens-là, des choses comme ça. Il faut qu'on arrête cela parce que l'État a investi des milliards pour la qualité des soins, mais tout ce travail est détruit par la mauvaise qualité des médicaments. Et bon, je crois que nous voyons bien quand même que les gens meurent. En parlant donc de partenariat avec l'ANACOM, le laboratoire a signé en septembre dernier une convention de collaboration avec l'entreprise PIPRA Cameroun, spécialisée dans le développement des solutions technologiques et innovantes pour la traçabilité et le commerce. À travers cette convention, il est dit que le Cameroun devra augmenter sa gamme de produits certifiés destinés au marché européen. On parle d'une potentialité en termes de population de 450 millions de personnes. Où en est-on à ce jour de septembre, en ce mois de mars? Ça évolue considérablement? Non, nous sommes prêts. Déjà, je voudrais saluer cet accord de partenariat. Pourquoi? Parce que jusque-là, depuis que nous communiquons, depuis que nous faisons les plaidoyers, nous demandons que les produits doivent être fabriqués par l'eau. Parce que la première traçabilité quand on fabrique par l'eau, c'est qu'on sait, lorsqu'on fait, je sais pas moi, 100 litres, n'est-ce pas, d'un produit, 100 litres, je sais pas moi, d'eau ou d'une boisson, on sait qu'on l'a fait tel jour, on sait qui
puisqu'il y a une fiche de fabrication quand même et autres, ou de conditionnement. Oui. On a toutes les informations. Et du coup, donc, on a un numéro de lot qui est lié au jour de fabrication, c'est-à-dire au contenu même de la fabrication et autres. Or, PIPRA, pour nous, c'est la première fois qu'un partenaire vient pour nous dire, nous, notre traçabilité, c'est par l'eau. Donc, ils sont avec nous. Puis c'est ce que nous faisons. Parce que parfois, lorsque nous disons qu'on n'a pas eu assez d'échantillons, les gens ne comprennent pas que le lot a un numéro et que c'est ce lot qu'on trace. Parce que ce numéro de lot a sûrement des unités éparpillées quelque part. Donc, quand on dit retrait de l'eau, vous voyez l'histoire des biscuits de Bonabéry. On nous a appelés, nous sommes arrivés là-bas, on nous a donné les biscuits. Depuis des mois, les rangs ne font que grossir. Parce que le lot n'a pas été tracé, le lot qui a créé le problème. Donc, tout ce que nous avons prélevé est conforme. Pourtant, il y a eu... Toujours, le lot existe toujours. Je ne sais pas. En fait, c'est pour dire que bon, le problème est passé. Oui, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lot qui a créé le problème n'avait pas été tracé. Envoyé dans le... Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que sûrement cette usine-là peut-être ne suit pas les choses par l'eau. Ou alors les collaborateurs qui nous ont donné Choisi à dessein. Je ne peux pas dire ça. Envoyé. Moi, je continue à penser que parfois c'est un peu d'ignorance. Hein? Parce que parfois, celui qui est commercial, je ne suis pas sûr qu'il a fait une formation sur la gestion de la qualité des lots, vous voyez. Donc, ce n'est que ça. Donc, pour nous, PIPRA apporte une solution au Cameroun. Parce qu'on a le lot. Parce que dans un lot, le produit peut se retrouver en Gaoundéré, à Bamenda, à Douala, à Yaoundé. Donc, on peut faire ce rappel de l'eau, c'est normal. Hein. Une usine peut avoir un problème et on rappelle de l'eau. Mais s'il n'y a pas une structure qui permet, une plateforme qui permet de rappeler les lots, on va entendre que les gens sont morts dans une école là-bas parce qu'ils ont mangé une bouillie ou je ne sais pas, ou un lait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il s'agit donc de mettre ça en place. Et je pense que l'Union européenne, dans le cadre des APE, a besoin de tout ça. Vous savez, l'allottement est un standard international. Vous ne pouvez pas envoyer des produits à l'Union européenne en disant que les produits sont bons, non. D'ailleurs, voici les attestations de conformité. Ils vont regarder et chercher certains paramètres. Parce que chacun a ses paramètres. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est ça. Et je pense que nous sommes en train de travailler tous ensemble là, avec d'ailleurs le Mines-Commerce aussi, pour que le Made in Cameroun, ce label soit vraiment protégé. Que ça ne soit pas juste une histoire d'étiquette, quoi. Parce qu'on a même un problème parfois où on a l'impression que dès que les gens entendent que c'est Made in Cameroun, ils fuient tous. Vous voyez, il faut qu'on évite d'arriver à ce niveau. Parce que nous n'avons pas fait attention à toutes ces petites, ces paramètres, tout cet esprit, toutes ces composantes, tous ces domaines essentiels dans un système qualité qui rassure. Puisque tout système qualité doit rassurer le client. Si le client n'est pas rassuré, ben, ça ne peut pas marcher. Si je vous parle de janvier 2021 et de la mention très honorable, ça vous rappelle votre soutenance? Oh là là. Les souvenirs ici. Ah oui. Votre soutenance en Ouais, tant le que... PhD. Oui. Mon Dieu, j'étais déjà bien vieille pour faire un PhD. Le souvenir de cette soutenance, justement, avec l'âge avancé que vous soulignez, c'était particulier? C'était dur. Non, c'était encore un autre niveau qu'il fallait atteindre. Oui. Je remercie vraiment mon mentor, le professeur Bacham, qui est un monsieur incroyable parce qu'il a réussi à me faire un PhD en anglais. Justement, la thématique était en anglais. C'était en anglais et je l'ai écrit en anglais, je l'ai soutenu en anglais et c'était pour lui rendre un hommage parce que il est notre grand frère. Vous savez que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai fait un doctorat en biochimie, 3e cycle en 93, quand je suis revenue de France. Et il était notre premier doctorant dans le département de biochimie. Donc c'est vraiment notre aîné en biochimie. Et pour moi, c'était un bonheur vraiment d'avoir réussi ce travail, surtout que c'était en plus sur le paludisme, avec la problématique de la transmission saisonnière là, dans la partie septentrionale du pays, qui nous vaut d'ailleurs aujourd'hui que dans la vision de la lutte contre la résistance aux antipaludiques au Cameroun, je crois que le programme paludisme
que je félicite d'ailleurs parce que vraiment, il travaille avec avancées. nous, oui, a décidé qu'on aura, je crois, des protocoles par région et on va tourner pour lutter contre la résistance. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir un seul produit pour tout le monde. Oui. On va essayer d'avoir on a 3 protocoles, je crois, ou 4, qui vont être utilisés. Et après 2 ans, on change, ainsi de suite, pour pérenniser, n'est-ce pas, l'efficacité de ces produits, puisque nous devions déjà être à l'élimination du paludisme, mais on n'a pas réussi. Dans la lutte on n'a pas contre réussi. ce paludisme-là. En tout cas, merci. Prof, merci. Alors, en tant que maître de conférence, vous enseignez encore, vous l'avez dit, vous êtes chef de département. Dans un monde de plus en plus numérique, professeur, quelle place reste-t-il pour la pharmacopée traditionnelle que vous défendez? Bon, notre pharmacopée traditionnelle a besoin d'une librairie numérique, en effet. Hein? Je crois que en Afrique aujourd'hui, la plus grande librairie numérique, qui a d'ailleurs les ressources génétiques du Cameroun, se trouve au Botswana, grâce à des chercheurs camerounais. Parce que c'est un pays qui a eu l'intelligence de sponsoriser la recherche, n'est-ce pas, dans notre pays, et de payer, n'est-ce pas, pour que les chercheurs travaillent. Et donc, le Cameroun a besoin donc de mettre en place sa bibliothèque numérique. Dieu merci, dans les années 90-91, le Cameroun avait fait un document extraordinaire qu'on a appelé l'enquête ethnobotanique nationale. Hein, c'est un document, je crois, de 600 ou 700 pages, hein, où on avait fait le tour, à l'époque j'étais à l'IMPN, on avait fait le tour de tout le Cameroun, les botanistes, les experts en physiologie végétale, ceux qui étaient même à l'IMPM à l'époque, nos aînés, avaient travaillé et ont remis un document au gouvernement à l'époque. Bon, moi j'ai encore la copie de ce document, puisque je suis une ancienne de l'IMPM, et c'est un document qui doit nous servir de base pour mettre en place cette bibliothèque numérique. Bon. Deuxième chose, on a remarqué que aujourd'hui, les médecines alternatives qui sont déjà codifiées de l'Inde, la médecine ayurvédique, de Chine, la médecine chinoise, marchent bien au Cameroun. Mais moi, je veux m'intéresser davantage à l'Inde, où nous nous sommes rendus compte que nous avons le même écosystème. C'est-à-dire que l'environnement forestier de l'Inde marche avec le nôtre. Or, ils ont déjà une pharmacopée. C'est-à-dire qu'ils ont un compendium. Oui, ils ont même des écoles qui forment des médecins. C'est-à-dire, quand on est médecin, on entre dans ces écoles pour avoir, quand vous êtes en Asie, Pakistan, Inde et autres, quand vous partez consulter un médecin, il vous fait même une ordonnance. Parfois, il ne vous met pas les produits chimiques. Il vous met, et certains de ces produits sont déjà d'ailleurs sur le marché, là-bas, et sont dans leur pharmacopée. Donc, le Cameroun a tout. Nous avons une biodiversité unique au Cameroun. Parce que nous avons tout le Sahel, nous avons le désert, nous avons la forêt dense, humide, nous avons la savane arborée, on a le littoral. Donc nous avons des ressources. C'est pour ça que nous avons donc signé avec le MINESUP pour pouvoir appuyer dans ce travail, c'est-à-dire la pharmacopée. Parce que la pharmacopée n'est pas seulement un compendium de recettes traditionnelles, mais on doit, à partir des recettes, ressortir les ressources génétiques qui sont utilisées dans les recettes, mettre à côté les techniques validées d'identification on appelle ça les marqueurs qui permettent de reconnaître ces plantes, mais aussi comment on peut fabriquer même des produits. C'est-à-dire toute la caractérisation des recettes. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et je crois que nous avons commencé déjà à finaliser les documents avec les facs, les universités, parce qu'on a signé avec le MINESUP, dans les universités, pour mettre à leur disposition, puisque nous avons la pharmacopée africaine au LANACOM. Nous avons, avec toutes les méthodes d'analyse, avec la liste même des produits, nous avons même les plantes médicinales africaines ou mondiales qui ont été... On a beaucoup de documents de référence
On a des Martindale, on a des Clark Isolation Drugs. On a plein de compendiums comme ça, de références, que nous voulons mettre à la disposition des chercheurs. Pour que les chercheurs, il y a beaucoup qui ont fait des produits. Quand ils arrivent à l'homologation au ministère de la Santé, ça ne peut pas passer parce qu'il y a un vide au niveau des dossiers d'analyse, c'est-à-dire le dossier pharmaceutique, le dossier clinique même, etc. Donc, c'est ce travail que nous sommes aussi en train de faire. Professeur, le temps qui nous est imparti est vraiment long. J'ai envie de dire malheureusement on va continuer à son terme. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Pour sortir de cette grande interview, professeur Rose Ngono-Mbala, épouse Abondo, si vous deviez retirer votre blouse de directeur général et de professeur le temps d'un week-end à Moné-Gombo, je pense que c'est non loin des Dômes, voilà, dans le Nord et Fumu, qui est la Rose que l'on retrouve dans son village? Alors moi, j'aime bien boire le vin de palme. Le pur. Le pur, oui. Malheureusement, il y a des chimistes dans la cité. Oui. Le vin de palme. J'aime bien causer avec les patriarches parce qu'ils vous disent beaucoup de bonnes choses. On peut tirer de la sagesse. Et puis, j'aime bien donner à manger aussi. C'est une culture vraiment de rester sociable. Oui. Quand on est au village, quand on est en ville, partout où on se trouve. Et ce qui est formidable là-bas, c'est que quand vous arrivez, vous leur apportez donc un certain nombre de choses. Mais je vous assure que quand vous rentrez, votre camionnette est remplie de nourriture. Parce que chaque maison du village vient vous donner quelque chose. Et moi, je voudrais terminer par là, que ces dernières années, nous oublions ces choses, cet amour fraternel, cet échange. Nous sommes dans une espèce de bagarre, de concurrence, on se bagarre, on n'arrive plus à socialiser. Je vous ai dit, moi j'ai fait l'internat de la 6e en terminale. Même lorsque le papa des riches enfants ou les parents des riches amenaient de la nourriture, on mettait tout. Et on mangeait tous. Oui. C'était ça. Et je voudrais que ce partage continue. Que les poisons cessent dans les familles. Où on empoisonne des gens dans les familles. Vraiment, que le Cameroun n'a jamais été comme ça. Et que Dieu nous vienne en aide. Et qu'il bénisse le Cameroun. Merci beaucoup. Professeur Rose Ngono-Mbala, épouse Abondo, merci d'avoir accepté de nous livrer avec autant de franchise sur ce plateau, tout ce que vous avez eu à partager avec nous. On retiendra que derrière la rigueur scientifique se cache une passionnée du terroir et une patriote déterminée à faire briller le label Cameroun. À vous qui nous regardez, que vous portiez le pain du 8 mars, vos dames, on sait que l'on a célébré le 8 mars il y a quelques jours, où la blouse blanche pour être technicienne, pour être chercheuse ou autre. Rappelez-vous que l'excellence n'a pas de genre. Elle n'a que des résultats. L'ANACOM est aujourd'hui une sentinelle et le professeur Rose Ngono-Mbala, épouse Abondo qui était le nôtre, est l'une de ses veilleuses les plus acharnées. C'était la grande interview. Restez en compagnie des programmes de B-News. Merci. Il faut que le moment